Bonjour à tous et merci donc si vous nous rejoignez sur YouTube tout de suite les journaux, les titres de cette édition. Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé donc un atelier de vulgarisation des études sur les genres. Et donc l'épidémie touche plus de 50 États en Europe. Et donc c'était le titre. Passant au développement de cette édition, accueilli donc chaleureusement par les habitants de la sous-préfecture de Demerjok hier matin dans le cadre de la tournée dans les régions de l'intérieur. Le numéro 1 djiboutien a d'emblée donc remercié ses compatriotes de Demerjok pour l'accueil et l'intérêt qu'ils portent à ces rencontres. Et pendant que par la suite rappeler que la région de Demerjok possède d'énormes atouts et potentialités de développement et qui, depuis l'indépendance, participe pleinement au développement socio-économique du pays. Le président de la République a indiqué que cette rencontre est une séance ouverte où les participants pourront tour à tour s'exprimer et présenter leurs doléances sans contrainte de temps. Le chef de l'État a enfin indiqué que ce sont d'abord les habitants de ces sous-préfectures de la région d'Arta qui pourront aider au développement de Demerjok. Après l'accueil chaleureux réservé au président de la République, hier matin donc dans la sous-préfecture de Demerjok de la région d'Arta, des séances et d'échanges ont eu lieu donc entre le président Guelleh et les représentants de la population de Demerjok. Le premier représentant qui a pris la parole a mis en lumière l'importance et la densité des projets de développement dans le secteur de Demerjok avec les projets ferroviaires, portuaires et bientôt gaziers, ce qui, a-t-il dit, a contribué à la création d'emplois. Des projets réalisés, a-t-il dit, grâce à la clairvoyance du président de la République auquel il a adressé le remerciement de la population de cette localité. Il a d'autre part souligné que les villages de Demerjok bénéficient de l'éclairage public et l'alimentation en eau potable qui ont été réalisés récemment. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a exhorté la population qui appartenait aux habitants de Demerjok de tout mettre en œuvre pour améliorer la qualité de leurs services pour assurer une meilleure production. Il appartenait également au gouvernement de tout mettre en œuvre pour la réussite des projets de développement, mais il est du devoir de la population d'assurer le meilleur accueil de différents investisseurs et au personnel des différentes entreprises chargées de l'exécution des projets. Également dans l'actualité, l'ambassadeur du Koweït à Djibouti a célébré donc mercredi dernier au Sheraton Hotel le 59e anniversaire de la fête nationale de son pays et le 29e anniversaire de la libération de l'État de Koweït. La chancellerie koweïtienne de Djibouti a organisé donc au Sheraton Hotel une réception festive commémorant en même temps le 59e anniversaire de la fête nationale de son pays et le 29e anniversaire de la libération de l'État de Koweït. La cérémonie donc commémorative a été honorée de la présence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Des parlementaires de plusieurs autres personnalités djiboutiennes, civiles, militaires et religieuses, dénombrés au cadre de l'administration, des représentants de la société civile, ont en outre les hommes d'affaires djiboutiens et étrangers. L'ensemble des cercles diplomatiques et consulaires donc accrédités à Djibouti, dont notamment les doyens du corps diplomatique, l'ambassadeur du Palestine à Djibouti, Moussé Kamil Kazas, et des représentants d'organisations internationales et régionales ont également pris part.
Les convives ont été accueillis et salués par l'ambassadeur du Koweït accrédité à Djibouti, Moussa Youssef bin Hussein Al-Ramadi, ainsi que le directeur financier de l'ambassade, Moussa Ahmed Al-Askari. Outre l'interprétation de l'hymne nationaux djiboutiens et koweïtiens et les symboliques gestes de coupure de gâteau d'anniversaire, donnant ainsi le coup d'envoi de la cérémonie festive. Cet événement annuel a été animé par des chansons et des danses folkloriques. Et la soirée a été notamment marquée par un vibrant discours de l'ambassadeur d'État de Koweït à Djibouti, Moussa Youssef bin Hussein Al-Ramadi, qui a notamment souligné les bonnes relations étroites existantes entre les deux pays dans différents domaines. Nous célébrons aujourd'hui le 59e anniversaire de la fête nationale de l'État de Koweït et le 29e du jour de libération. Nous saisissons cette occasion pour adresser à son Altesse l'émir de l'État de Koweït, Al-Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, et son Altesse le prince héritier Al-Cheikh Al-Nawaf Al-Ahmed Al-Sabah, les plus hautes félicitations, a-t-il dit l'ambassadeur du Koweït. Et les relations de coopération et les intérêts mutuels existants entre l'État du Koweït et la République de Djibouti se développent et progressent jour après jour dans divers domaines. Ainsi, Koweït continue de soutenir Djibouti dans son plan de développement, reflétant les relations fraternelles entre les deux dirigeants politiques représentés par son Altesse l'émir du pays, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a conclu son intervention. De son côté, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a prononcé un discours à la réception dans lequel il a félicité le peuple frère de l'État du Koweït à l'occasion des célébrations du 59e anniversaire de la fête nationale du pays et du 29e anniversaire de la libération. Il a salué les progrès accomplis par le Koweït dans divers domaines grâce à la direction avisée représentée par le Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, l'émir du pays. Le ministre des Affaires étrangères a profité de cette occasion en affirmant les solides relations fraternelles entre la République de Djibouti et l'État frère du Koweït. Il a également souligné la ferme volonté de notre pays de renforcer la coopération fructueuse qui existe entre les deux pays. Et je vous le disais dans le titre, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, a organisé un atelier de vulgarisation des études sur le genre, hier, jeudi. Et cet atelier présidé par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bardon, la vice-présidente de l'UNFD Hassana Ahmed Belil, la représentante de PNUD à Djibouti Fatima El-Cher, a vu la participation de tous les points focaux genre des différents ministères sectoriels. Et au cours de ces ateliers, des études ont été présentées, femmes diplomates à Djibouti et femmes en uniforme à Djibouti. Les discussions ont été franches et fructueuses. Les participants ont été satisfaisantes de différentes présentations qui comportaient de données chiffres à l'appui. L'atelier a pris fin par un débat interactif dans une ambiance ambiante et les efforts pour l'atteinte des objectifs visés. القانون وحده لا يكفي المرأة للتغلب. Écoutons la vice-présidente de l'INFD Hassana Ahmed Belil qui a pris part à cet atelier. L'évolution de la femme djiboutienne est prégnante. Nul ne peut en démentir depuis ces dernières années, grâce à la volonté politique de notre président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a toujours prôné l'intégration de la femme dans les plus hautes sphères décisionnelles de notre pays. Comme vous le savez, notre président de la République croit fermement au potentiel de la femme, des femmes, à travers son engagement à leur donner plus de pouvoir et d'autonomie. Il veut non seulement respecter leurs droits, mais aussi leur manifester son soutien. Ne dit-on pas également que derrière chaque homme se tient une femme? Notre première dame, présidente de l'UNFD, son Excellence Khadra Mohamed Hed, en est l'exemple type à soutenir toujours
l'émancipation et l'autonomisation de la femme djiboutienne aux côtés de notre président. Sur l'initiative de notre première dame, l'Union de la femme, notre association a mis à la disposition des femmes parlementaires un bureau au sein de notre siège pour leur faciliter la proximité avec la population en mettant en place un planning de rencontres durant les jours ouvrables. En outre, grâce à la réforme de la Constitution et des lois, des règlements favorisant la participation des femmes à la vie politique, en particulier au niveau de la prise de décision, y compris la réforme du système électoral par l'adoption des mesures spéciales, nous assistons à un tournant majeur dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale en 2018, car le gouvernement djiboutien a fait voter par le Parlement une loi instaurant un quota de 25% de positions éligibles réservées aux femmes. Que la diplomatie qui apparaît comme un territoire exclusivement réservé aux hommes est désormais accessible à toutes les femmes. Malgré leur faible représentativité dans ce domaine, 2 femmes ambassadeurs prennent part à la prise de décision en politique étrangère en République de Djibouti. Il faut donc songer à engager des plaidoyers auprès du gouvernement pour placer plus de femmes dans la diplomatie djiboutienne. Je tiens à saluer aussi le courage de toutes ces femmes proactives présentes au sein du corps habillé et qui assument vaillamment leur métier en veillant à la sauvegarde de la sécurité de la population et au niveau national et international. À présent, donc, écoutons la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille. Dans le cadre de la politique nationale du genre 2011-2021, le ministère de la Femme et de la Famille et ses partenaires nationaux et internationaux ont manifesté leur intérêt d'obtenir des statistiques dans les domaines de la diplomatie et de la défense nationale. Pour répondre aux besoins des informations chiffrées par la planification du développement au niveau central et décentralisé, l'Observatoire genre du ministère de la Femme et de la Famille produira et diffusera régulièrement des données désagrégées selon le sexe et sensibilité du genre. J'ai un honneur de vous informer que la première fois, une étude portant sur les femmes en uniforme a été menée. Cette étude a pour objectif principalement de donner un état de lieu et de déterminer les perspectives et sur les statuts de la femme en uniforme en République de Djibouti dans le secteur de la défense nationale et de la sécurité publique. Elle permettra aussi d'avoir une vision globale sur la promotion de la femme dans le domaine de la sécurité publique, j'ai dit réservée et déterminée par les hommes. À long terme, elle permettra et orientera la politique de la promotion de la femme dans le domaine de la défense nationale et de la sécurité publique en adéquation avec la politique du pays. Enfin, cette étude a pour finalité de former une base de données pour le suivi et l'intégration des femmes dans le domaine des secteurs, c'est-à-dire la défense et le secteur public. Également, elle permettra de progresser des recommandations afin que la djiboutienne soit mieux représentée à des postes. Également dans l'actualité, le colonel Waïs Omar Boro, le commandant de la garde des côtes djiboutienne, a présidé dans la journée du 27 aux côtés du représentant du bureau de l'Agence japonaise de la coopération internationale la cérémonie des clôtures des efforts de formation qui se sont étalés sur 2 semaines au profit des 20 agents de l'équipe d'intervention rapide de la garde des côtes djiboutienne. La cérémonie qui s'est déroulée au camp d'Oralé de la garde des côtes donc a clôturé des formations successives dont l'une portait sur les techniques d'abordage, des fouilles et des contrôles des navires en mer, tandis que l'autre sur les techniques d'arrestation des individus en mer. Cette formation de qualité va sans doute renforcer les professionnalismes et l'expérience des hommes de l'équipe d'intervention rapide. La cérémonie s'est achevée par la remise de certificats par les différentes autorités civiles et militaires qui ont honoré de leur présence à cette cérémonie au profit des 20 membres d'équipe d'intervention rapide de la garde des côtes qui se sont distingués par leur travail durant la période des formations.
Le représentant du bureau de la GK Djibouti a loué donc la relation fraternelle entre les deux pays amis et frères qui engendre les relations étroites entre la garde des côtes djiboutienne et la garde des côtes japonaise. Il a en outre réaffirmé la volonté de la GK de poursuivre son soutien à la garde des côtes djiboutienne dans les cas de projets de renforcement de la capacité opérationnelle de cette institution. Nous l'écoutons. Cette formation est en effet une continuité ou la suite de la celle organisée au mois de novembre 2019. Elles permettront de mieux préparer l'équipe, l'intervention rapide de la garde-côte égyptienne dans ses activités de sécurité maritime. C'est dans cette optique que ces formateurs ont préparé des cours sur des techniques importantes et adaptées à vos besoins qui vous permettront ainsi de mieux répondre aux situations de détresse en mer. La répétition de la consolidation de ces techniques sont primordiales dans votre mission d'intervention car elles vous préparent à faire face de manière adéquate et rapide aux différentes menaces. Je vous encourage aussi d'être très actifs et d'utiliser adéquatement les équipements de projet pour profiter au maximum de toutes les techniques acquises en les pratiquant au quotidien. Le colonel Waïs Omar Boro, le commandant de la garde des côtes djiboutienne, a également pris la parole pour une riche allocution, a signifié l'importance de ces déformations qui visaient le même but ultime, ouvrir au personnel de l'équipe d'intervention rapide de la garde des côtes les connaissances et les aptitudes nécessaires afin de leur permettre de mener à bien les tâches qui leur seront confiées. Pendant 2 semaines, 2 formations au profit 20 membres des groupes d'intervention rapide de la garde-côte djiboutienne se sont succédés, portant l'une sur les techniques d'abordage et de fouilles et de ceci d'un navire ou d'un bateau en mer, tandis que l'autre formation s'est portée sur les techniques d'arrestation d'individus dangereux. Je tiens toutefois à mettre en relief l'importance de cette collaboration qui ne fait que renforcer année après année, puisque nous avons récemment débuté la 3e phase du projet de renforcement capacité opérationnelle de la garde-côte djiboutienne, qui va avancer encore une fois de nouvelles perspectives avec notre institution. Qu'il me soit permis de saisir cette occasion qui nous réunit aujourd'hui pour renouveler notre gratitude et notre reconnaissance au gouvernement et au grand peuple, amis et frères du Japon, pour leur soutien constant et leur foi inébranlable en l'action de notre institution dans le domaine de la sécurité et la sûreté maritime, plus particulièrement la sécurité du golfe d'Aden et celui de Bab el-Mandeb. Actualité internationale à présent, donc au moins 22 soldats turcs ont été tués donc hier dans des frappes aériennes du régime syrien dans la région d'Idlib, dans le nord-est de la Syrie, selon les autorités. Une escalade brutale qui risquait de déclencher une riposte ferme d'Ankara. Plusieurs militaires en part hier étaient grièvement blessés et rapatriés pour être hospitalisés, a déclaré le gouverneur de la province de Hatay, frontalière de la Syrie, à l'agence de presse étatique turque Anadolu. Le gouverneur Rahim Dokane a attribué donc des frappes au régime de Bachar al-Assad. Le président Erdogan a convoqué dans la soirée un conseil de sécurité extraordinaire à Ankara en présence notamment du ministre de la Défense, du chef de l'armée et du patron des services secrets, indiqué la présidence selon le média turc. Cette réunion avait pour objet la situation à
Idlib. Puis avant l'annonce du gouverneur de Hatay, l'Observatoire syrien des droits de l'homme INONG a fait état de plus de 30 soldats turcs tués dans des bombardements aériens et d'artillerie du régime d'Idlib. Et donc, pour clore l'actualité, un sommet où le président français et le premier ministre italien ont insisté sur l'importance de la solidarité européenne. Ils appellent à gérer la crise avec sang-froid et loin de toute polémique. Et donc, la France et l'Italie sont les deux pays le plus touchés par le Covid-19. Plus de 500 cas ont été recensés en Italie, 38 en France. Ailleurs en Europe, de nombreux pays comme le Pays-Bas, la Suisse, la Norvège, le Danemark, la Roumanie, l'Estonie, la Macédoine du Nord et la Lituanie sont donc désormais touchés par cette épidémie. L'épidémie atteint un point donc décisif. D'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie a atteint un point décisif. Il souligne qu'au cours de 2 derniers jours, donc, des nombres quotidiens de nouvelles personnes contaminées dans le monde avaient été donc supérieurs à celui enregistré en Chine. C'est pourquoi elle appelle le pays touché à agir donc rapidement pour endiguer les Covid-19. Voilà, donc c'est ainsi que prend fin donc cette édition. Merci à vous de l'avoir écouté et suivi et de votre fidélité sur Télé Djibouti.